Mes chers amis, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. En effet, je ne vais pas vous raconter une, mais 3 histoires dans la même vidéo. Oui, je suis quelqu'un de généreux. Et aujourd'hui, on va parler des astronautes. Parce que si les astronautes sont censés être la crème de la crème du grand gâteau qu'est l'humanité, eh bien, ça ne suffit pas pour être un modèle de vertu parfait. Les astronautes sont des êtres humains comme les autres, font des conneries comme les autres aussi. Mais surtout, c'est que derrière leur statut, il y a des hommes et des femmes qui peuvent faire des erreurs ou qui peuvent être entraînés dans des situations tellement absurdes et qui contrastent totalement avec ce qu'on est censé attendre d'eux, que ça a donné quand même un nombre particulièrement énorme d'anecdotes et d'histoires assez improbables parmi les 600 personnes qui sont allées dans l'espace. Et oui, 600 personnes seulement depuis 60 ans. Et pourtant, il y a quand même des histoires assez dingues à raconter. Aujourd'hui, je vais vous en raconter 3, avec des retournements de situation assez absurdes, on va pas se mentir. Et disons que ça fera une bonne introduction au sujet qui va durer, comme vous en doutez, plusieurs vidéos. Installez-vous confortablement, d'ailleurs cette vidéo peut s'écouter simplement en audio. Aujourd'hui, on va parler de la face cachée des astronautes. Numéro 1. Le sandwich. John Young est l'un des plus grands astronautes de tous les temps. C'est une véritable légende qui a participé à 6 missions spatiales différentes. 2 fois Gemini, 2 fois Apollo et 2 fois la navette américaine. En 1972, il est au sommet de sa carrière d'astronaute en posant le pied sur notre satellite avec Apollo 16. 9 ans plus tard, il est choisi pour être le premier à voler avec la navette spatiale Columbia lors de la mission STS-1. Il restera 42 ans auprès de l'agence spatiale, pour une durée totale de 34 jours dans l'espace. Ce qui est un très bon score à une époque où la station Mir et la station spatiale internationale n'existaient pas. Mais si la carrière de John est incroyable, elle aurait pu se terminer beaucoup plus tôt à cause d'un simple sandwich. Un sandwich qui va poser d'énormes problèmes, qui va avoir des conséquences inattendues et qui va être à 2 doigts de provoquer un scandale d'État. Le 23 mars 1965, Young effectue son premier vol spatial avec Gemini 3. Et Gemini 3, c'est une mission importante avec pas mal de records. C'est la première mission du programme Gemini avec un équipage composé de 2 personnes. Young est assisté de Gus Grissom, un vétéran du programme Mercury. Gus était commandant de bord, tandis que Young était pilote. La mission va durer 4 heures, 52 minutes et 31 secondes. Ils vont effectuer 3 orbites autour de la Terre. 3 orbites, donc une orbite environ 1h30, c'est déjà pas mal, c'est un bon score pour 1965. Ils seront d'ailleurs les premiers à effectuer une manœuvre orbitale en orbite en plein vol, prouvant que les manipulations spatiales sont possibles en orbite. Sachant que la NASA avait un objectif clair, essayer d'aller sur la Lune. Le staff de la NASA considère Gemini 3 comme un succès, et globalement une mission qui s'est très bien déroulée, il n'y a pas eu de gros problèmes. Enfin, presque. Parce que le Congrès américain, qui donne à la NASA l'aval des lancements et aussi les financements, n'est pas franchement de cet avis. Eux, ils ont une opinion bien différente. Et en raison d'un problème majeur qui va coûter très cher. Un sandwich. Oui, je sais, ça paraît absurde et je le répète souvent, mais un sandwich va provoquer le courroux du Congrès des États-Unis. Rien que ça. L'un des objectifs de la mission, c'était de tester la nourriture en apesanteur, sachant que les conditions impitoyables de l'espace étaient encore craintes. Comment le corps réagit après avoir ingéré de la nourriture? Est-ce que manger et digérer dans l'espace est seulement possible? La NASA a autorisé de la nourriture soigneusement préparée par ses soins, prête à être testée par les astronautes. Mais John Young a pris avec lui un passager clandestin. Un corned beef sandwich, ou en français, un sandwich à la viande de bœuf, qui est très populaire aux États-Unis. Selon les propres dires de Young, il l'a récupéré quelques heures avant le décollage à l'épicerie Wolfies, dans le complexe Ramada Inn à Cocoa Beach, au nord de Miami, en Floride.
c'est Walter Schirra, un autre astronaute, qui l'aurait donné à Young avant que celui-ci ne le range dans sa poche de combinaison spatiale. 1h51 après le décollage en pleine mission, John Young sort son sandwich. Ce qui pique la curiosité de Grissom. En témoigne la retranscription de la discussion entre les deux collègues et qui est assez lunaire, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'est? Un sandwich au bœuf. Et d'où est-ce qu'il vient? Oh, je l'ai rapporté avec moi. On va voir s'il a bon goût. Ça sent, n'est-ce pas? Ouais, ça se casse la gueule. Je vais en accrocher dans ma poche. Pas très bon celui-là, hein. Plutôt bon si seulement il tenait juste en place. Tu veux une aile de poulet? Non, je te la laisse. Si cette brève conversation n'a pas été mise en public, on a en tout cas la retranscription qui a été gardée dans les archives de la NASA. Après que Grissom ait pris une part, il dit que le sandwich ne tient pas en place, parce qu'en fait ils sont en apesanteur. Et à cause de ça, des morceaux de sésame et de pain vont commencer à flotter librement dans la capsule Gemini qui, si vous ne le saviez pas, fait moins de 3 mètres cubes. Et c'est petit. Faut pas être claustrophobe. Et ça va créer un mini-incident au cours de la mission. Plus une contrariété qu'un mini-incident en fait. Du moins de leur point de vue. Parce que, techniquement, puisque Young transporte un objet sans autorisation et que chaque gramme compte dans l'espace, c'est un objet de contrebande. Mais si ça pose problème, c'est parce qu'une multitude de minuscules objets flottant dans une capsule, c'est l'un des pires cauchemars que la NASA peut envisager dans le cadre d'une mission spatiale. Les grains peuvent se coller aux commandes, endommager les bouches d'aération, ou bien être inhalés par les astronautes. Quand on inhale quelque chose sans le vouloir, surtout si c'est quelque chose de solide, et pas forcément du gaz, par exemple comme de l'air, eh ben, notre gorge n'est pas préparée pour avaler et le stocker dans son estomac. Donc vraiment, il y a la possibilité de s'étouffer à cause de petits grains de pain, de petites poussières comme ça. En faisant passer dans la capsule ce sandwich de contrebande, entre guillemets, et en mangeant une partie de celui-ci, Young et Grissom auraient pu faire passer un message. Un sous-entendu expliquant que ils auraient visiblement délibérément ignoré la nourriture qui a été soigneusement préparée par la NASA afin d'être testée en apesanteur. Bon, évidemment, c'est faux puisqu'ils ont quand même testé la nourriture, mais rapporter un autre sandwich qui est pas censé être là, ça va quand même mal passer. Surtout qu'on n'est pas sur des tests où on sait ce qu'on fait. On est dans le flou complet, on est dans l'expérimental. Dans 5 ans, on doit aller sur la Lune. Après tout, un président américain a bien failli s'étouffer en mangeant un bretzel. Alors, imaginez un astronaute avec un simple sandwich au bœuf. Cela va éveiller la curiosité du Congrès, et plus particulièrement la House Committee of Appropriations. Je le prononce en anglais parce qu'il n'y a pas spécialement de traduction adaptée. Disons que c'est une chambre, une sous-section du Congrès américain, très importante, avec un puissant pouvoir, chargée de transmettre ce qu'on appelle des appropriation bills, des lois qui décrètent les budgets pour le fonctionnement du pays. En gros, il s'occupe de superviser les dépenses fédérales du gouvernement. Et cette chambre, qui avalise le budget de la NASA, donc qui file des milliards à la NASA, va relever ce petit incident après la mission, puisqu'ils vont lire le rapport, le dossier, et ça sera forcément consigné. Et ils vont se rendre compte qu'elle ne s'est pas correctement tenue comme prévu. Et comme la NASA est dans le viseur parce qu'elle reçoit des financements publics, elle doit répondre de ses actes. Un des membres de la chambre va même donner un surnom à cet incident. Le sandwich à 30 millions de dollars. Et encore aujourd'hui, on l'appelle par ce nom. Sauf que personne ne peut quantifier ce qu'il vient de dire. 30 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Non, parce qu'après, on va l'appeler le million dollar sandwich. Mais ça représente quoi? Est-ce que ce sont les pertes de la NASA sur cette mission? Est-ce que c'est le coût de la nourriture qui a été préparée pour être testée? On saura jamais vraiment. Mais du coup, le nom va quand même rester. Les politiciens vont donc réutiliser ce terme pour accuser la NASA de gaspiller de l'argent public. Ce dont le Congrès avait peur, c'était l'opinion publique, déjà assez fragile sur cette affaire de course à l'espace. En effet, Gemini 3 est la première mission orbitale avec plus d'un astronaute à son bord, mais la première mission américaine seulement, parce qu'ils ont été battus de justesse par les soviétiques avec la mission Voskhod 2, une semaine plus tôt, ce qui a sérieusement porté un coup sur la crédibilité des USA à rattraper leur retard sur leurs concurrents directs.
En craignant que des miettes de seigle auraient pu constituer une menace sur l'intégrité du vaisseau, John Young est accusé de gaspiller l'argent des contribuables. Il écrira bien plus tard dans son livre autobiographique qu'il ne s'attendait absolument pas à des conséquences aussi absurdes. Et en même temps, on peut le comprendre. Mais aussi, on peut comprendre le point de vue du Congrès. La NASA a été forcée de promettre qu'aucun incident similaire ne devait se reproduire. Et encore aujourd'hui, la nourriture envoyée dans l'espace est minutieusement contrôlée. Dans l'ISS, les astronautes peuvent librement se préparer un sandwich, mais avec des ingrédients choisis par les agences spatiales. Donc, si le sandwich au bœuf, potentiellement catastrophique, n'a rien causé de mal en orbite, les conséquences au sol après la mission deviendront carrément une affaire d'État. Mais cela n'empêchera pas John Young de devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Numéro 2. La caméra d'Apollo 14. Si vous regardez régulièrement ma chaîne, vous saurez que j'ai récemment parlé d'Edgar Mitchell, un astronaute réputé pour être allé sur la Lune, mais aussi pour être un peu spécial. Après son voyage vers notre satellite avec Apollo 14 en 1971, Edgar Mitchell déclarera que cette mission l'a bouleversé à vie, et surtout d'un point de vue spirituel. Il quittera ses fonctions l'année suivante et démissionne de la NASA, même si cette dernière avait d'autres projets pour lui. Il démarre par la suite un fonds d'investissement, basé sur la recherche sur les sciences occultes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même. Des trucs New Age, des croyances un petit peu bidons, à la limite du psychisme, pourquoi pas, et une volonté de concilier la science et ce qu'on appelle le paranormal. Mais la vie médiatique de l'ancien astronaute sera aussi et surtout rythmée par des déclarations assez controversées sur ses anciens employeurs. Il est connu comme l'astronaute qui croit aux extraterrestres, mais pas comme la cosmologie l'entend, plutôt comme les doctrines New Age l'entendent. Il accusera ses anciens employeurs, la NASA, de cacher délibérément l'existence des extraterrestres aux yeux du monde et de garder leur technologie pour eux. Toutes ces déclarations loufoques vont le rendre controversé jusqu'à sa mort en 2016. La NASA n'a jamais montré d'hostilité particulière envers lui, et la liberté d'expression est constitutionnellement garantie aux États-Unis. Elle répondait que les propos de Mitchell ne sont simplement que sa responsabilité à lui, et que eux, de toute façon, ils ne confirment absolument pas ses dires. Et honnêtement, ça aurait pu s'arrêter là. Mais non. Parce que ce que je ne vous ai pas raconté dans ma vidéo sur Edgar Mitchell, c'est qu'il va effectivement avoir un très gros problème avec la NASA. Mais sur un sujet qui n'a strictement rien à voir, et surtout, des décennies plus tard. Lors de la mission Apollo 14, en rentrant sur Terre, Mitchell prenait avec lui une caméra 16 mm, appartenant à la NASA. Mais cette dernière ne devait pas être récupérée par l'astronaute. Elle devait être laissée en tant que déchet spatial sur la surface de la Lune. Mais Mitchell l'a pris quand même. Et la NASA a fini par le savoir. En même temps, c'est compréhensible. Quand tu décrètes que c'est un déchet spatial, tu dois le laisser à la surface de la Lune. Point barre. Et surtout, l'agence ne souhaite absolument pas que l'astronaute prenne possession d'un objet qui n'est pas le sien. Et ce pour plusieurs raisons. La première est technique. On abandonne des objets sur la Lune en guise de lest pour faciliter la remise en orbite autour du satellite. Il fallait décharger une certaine quantité de matériel à côté du site d'atterrissage pour effectuer correctement les manœuvres de retour. Et la deuxième, c'est que la NASA ne voulait surtout pas que cet objet arrive aux mains de personnes autres que Mitchell avec des intentions potentiellement malveillantes. Et ça s'est révélé vrai 40 ans plus tard. Nous sommes en juin 2011. Mitchell, alors âgé de 81 ans, met aux enchères sa caméra 16 mm lors d'une vente présidée par Bonhams, une agence réputée pour être très luxueuse. Et cette maison Bonhams a estimé le prix de base entre 60 à 80 000 $. Ça, c'est du retour sur investissement. Pas mal quand même pour une simple caméra 16 mm. Mais lorsque l'agence la prend, elle va très mal le prendre. En effet, les responsables des missions Apollo, qui s'étaient rendus compte de ça bien avant, avaient demandé à plusieurs reprises à Mitchell de rendre la caméra, qui de base devait d'abord rester sur la Lune pour toujours.
Bien qu'il ait contacté à plusieurs reprises, Mitchell n'a jamais répondu. La NASA, et par la même occasion le gouvernement fédéral des États-Unis, porte plainte contre l'astronaute pour vol et recel de vol. C'est une accusation qui peut avoir de lourdes conséquences. S'ensuit alors une bataille juridique qui va durer plusieurs mois, où Mitchell fera appel plusieurs fois et tous ses appels seront refusés. La question, c'est de savoir si, au bout de 40 ans, Mitchell ne deviendrait finalement pas propriétaire de la caméra, ou bien si elle reste la propriété exclusive de l'agence spatiale et du gouvernement fédéral. Car si la NASA a oublié depuis 40 ans, il pourrait y avoir prescription. Et ça, c'est une faille juridique dans laquelle Mitchell veut s'introduire pour légitimer son acte de vente. Et c'est l'avocat Christopher Macchiaroli, le plaidant du gouvernement, qui va révéler que l'agence spatiale non seulement savait que Mitchell avait pris la caméra, mais en plus avait demandé à plusieurs reprises dès les années 70 de lui le rendre. Et donc, vu que l'agence a bel et bien demandé à plusieurs reprises, ça donne ainsi leur légitimité à réquisitionner l'objet. Donc ils sont en position de force, et Mitchell n'a aucune chance de gagner. Mais en même temps, il avait un petit peu cherché, non ? En octobre 2011, Mitchell et le gouvernement réussissent à trouver un accord à l'amiable. Ils restituent l'objet immédiatement en l'échange de l'abandon des poursuites. En septembre 2012, la justice donne définitivement raison à la NASA et confirme que cette caméra en est leur propriété exclusive pour toujours. Il sera donné comme relique au Musée national de l'air et de l'espace de Smithsonian à Washington DC. C'est donc plutôt ironique que le 6e homme à avoir marché sur la Lune, connu pour ses déclarations loufoques, va finalement provoquer le courroux de ses anciens employeurs pour une raison encore plus stupide. Numéro 3. Le trou dans l'ISS. La Station spatiale internationale est la construction la plus chère de l'histoire de l'humanité. Et tout est fait pour qu'elle soit un maximum durable, et surtout plombée. En orbite basse, il y a un risque d'avoir des micrométéorites qui percutent la carlingue de la station à une vitesse faramineuse, et qui transportent une quantité d'énergie équivalente à un tramway en ville. C'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment sur les panneaux solaires, avec certaines parties trouées de plein fouet, avec une vitesse faisant passer des balles de fusil pour des escargots. C'est cette caractéristique qui rend les micrométéorites aussi terrifiantes. On ne peut pas les voir, on ne peut pas prédire leur trajectoire, mais ils peuvent à tout moment percuter la station. Imaginez une simple poussière d'à peine 1 mm de large, qui percute une carlingue à 20 000 km/h. Fort heureusement, on n'a noté aucun accident grave, aucun accident qui compromet immédiatement la mission des astronautes. Pourtant, en août 2018, ce qu'on croit d'abord considérer comme un impact de météorite va finalement prendre des proportions absurdes et marquer l'histoire de l'ISS avec un incident international. Dans la nuit du 29 au 30 août 2018, alors que les astronautes dorment en se calant sur l'heure de Londres, une baisse de pression est enregistrée dans les modules habitables. Le contrôle au sol laisse les astronautes dormir, sachant que la baisse est extrêmement faible. Du moins pour le moment. Une baisse de pression signifie forcément une fuite quelque part, avec l'air qui s'y échappe. Le scénario catastrophe ultime absolu serait que l'air s'échappe directement dans le vide spatial. Si vous avez un courant d'air dans votre maison, ça a beau vous contrarier, mais votre intégrité physique n'est pas immédiatement remise en question. Vous n'êtes pas en danger de mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Vos tympans n'explosent pas systématiquement à chaque fois que vous ouvrez la porte. Mais en dehors de l'ISS, c'est le vide spatial. Bon, en vérité, il n'est pas vraiment vide, mais il est des dizaines de millions de fois moins dense que l'air. La moindre fuite doit absolument être trouvée avant que le problème s'aggrave, sinon l'air s'échappe bien plus vite. C'est ce qui s'est passé avec l'équipage de la mission soviétique Soyouz 11 en 1971, où les 3 astronautes à bord n'ont pas pu correctement refermer une valve, et l'air de la capsule s'est échappé en moins de 10 secondes à cause de l'écart de pression. C'est un scénario cauchemardesque que les agences spatiales veulent éviter à tout prix. L'équipage sera mis au courant du problème et recherche l'origine de la fuite, fermant un à un les modules afin de remonter à la source. Et la source, justement,
ne se trouve pas dans un module d'habitat permanent, mais dans un vaisseau d'amarrage. Et ça va avoir son importance par la suite. Il découvre un minuscule trou, d'à peine 2 mm, bien rond, percé dans la carlingue du module Soyouz MS-09, amarré à la station depuis quelques semaines seulement. Un trou qui, évidemment, ne devrait même pas exister, avec quelques griffures juste à côté. La première hypothèse serait évidemment l'impact d'une météorite. Mais comment ça peut arriver alors qu'il n'y a même pas de trou depuis l'extérieur et que le plombage n'a reçu absolument aucun dégât? Et puis les griffures à côté, qu'est-ce que c'est? Ça a forcément été fait par la main de l'homme. Donc on se tourne vers un problème d'origine humaine, qu'il soit volontaire ou non. N'ayant pas vraiment le temps de réfléchir, le commandant de bord, l'américain Drew Fustel, ordonne que l'on pose de la résine et du ruban adhésif pour colmater la brèche, qui n'est, aux yeux des astronautes, guère rassurante, on va pas se mentir. L'histoire aurait donc pu s'arrêter là. Sauf que ça ne fait que commencer. Dans la journée qui suit, les agences spatiales et les médias demandent une explication au propriétaire du Soyouz MS-09, c'est-à-dire Roscosmos, l'agence spatiale russe. La fuite de pression étant réglée, l'échange devient plutôt tendu entre les différentes agences. La théorie la plus crédible et de loin, c'est un problème qui a été créé sur Terre par erreur. Les modules et lanceurs Soyouz sont construits par Energia, l'entreprise qui collabore avec l'agence pour envoyer ensuite ces vaisseaux vers l'ISS. Le trou a été vraisemblablement fait sur Terre, par erreur, par une perceuse, lors de l'assemblage de la capsule. Les responsables, probablement des ouvriers, ont dû régler ça avec une simple colle, mais celle-ci se serait donc progressivement enlevée. La preuve, le 6 juin 2018, c'est-à-dire 3 mois avant, Soyouz MS-09 avait passé des tests d'étanchéité avec succès, ce qui signifie que la colle s'était désistée après cette date, entre le 6 juin et le début de l'incident le 29 août. Mais le lundi 3 septembre, 3 jours après, quelqu'un va jeter un pavé dans la mare. Dimitri Rogozin. C'est un personnage assez controversé, devenu président de Roscosmos, et qui voit dans le trou de Soyouz un énorme problème. Il assure que toute la lumière sera faite dans cette affaire, et n'exclut pas en dernier recours l'hypothèse d'un acte prémédité. Nous étudions la version d'un problème causé sur Terre dans nos entrepôts, mais il y a aussi une autre version que nous n'excluons pas, une interférence délibérée causée dans l'espace. C'est une question d'honneur avant tout. Ces déclarations vont forcément faire réagir, parce que personne ne voudrait faire une chose pareille. Quel astronaute dans sa vie, dans sa carrière, qui a passé des concours en battant des dizaines de milliers de concurrents, qui a attendu des années pour aller dans l'espace, pourrait saboter l'ISS? Parce que c'est bien de ça dont on parle. Là, Rogozin accuse littéralement un astronaute, ou plusieurs, mais surtout les Américains, d'avoir saboté le module Soyouz. Et là, vous vous dites que personne ne le prend au sérieux, mais vous allez voir que le bordel ne fait que commencer et que ça va monter dans les tours très très vite. L'agence de presse TASS va directement soupçonner un suspect en particulier, l'astronaute de la NASA Serena Aunion-Chancellor, accusée d'avoir elle-même percé le trou avec une perceuse en apesanteur dans la station, mais pas pour des raisons de sabotage, plutôt pour des raisons personnelles et psychologiques. Serena aurait tenté d'avoir une relation amoureuse dans le plus grand des secrets avec l'un des membres de l'équipage. Mais cette tentative, manifestement ratée, va être excessivement mal prise par Serena. Elle se serait battue dans l'ISS avec son petit ami, entre guillemets. L'astronaute, prise d'un chagrin manifestement inconsolable, aurait eu envie de revenir le plus vite possible sur Terre. Et pour ça, autant créer une urgence, avec une excuse crédible. Et cette excuse, c'est une baisse de pression dans l'ISS, qui causerait forcément un arrêt brutal des missions et un retour précipité des astronautes sur Terre. Et pour ça, prendre une perceuse, percer un trou dans un module au hasard, et avec un peu de chance, elle fait partie de l'équipage qui entame un retour précipité vers le sol. Disons que c'est plus efficace que si tu confessais ne plus être mentalement capable de diriger une mission spatiale à cause d'une tentative ratée de pécho un collègue. À partir de là, il y a plusieurs versions qui vont être données par l'agence de presse TASS, mais qui vont se baser sur le même fait.
Serena a quelques problèmes de santé, notamment un caillot de sang, mais qui a été gardé par le secret médical de la NASA. En même temps, c'est normal, ça fait partie du secret médical, tu dois pas révéler ce genre de choses. Sauf que TASS a fini par le savoir, et TASS a théorisé sur le fait qu'elle ait voulu rentrer sur Terre à cause de ce problème, mais pour deux raisons possibles. La première, c'est qu'elle serait trop préoccupée par ça, et la seconde, c'est que justement, ce caillot aurait été provoqué par une blessure suite à la fameuse dispute avec son petit ami. Une histoire aussi absurde est-elle seulement crédible? Honnêtement, oui. Même si les astronautes sont des personnes surentraînées et expérimentées, ils restent des êtres humains, et certains peuvent péter un câble. Imaginez devoir gérer une station spatiale quand vous êtes dans un état de souffrance psychologique. Et encore, même en étant sur Terre, ça peut causer des problèmes. Le cas le plus parlant est celui de Lisa Novak, une astronaute qui sera suspendue à vie par la NASA après avoir complètement craqué à cause d'un problème similaire. Une histoire tragique que je vous raconterai sans doute un jour. Les agences spatiales ont horreur des histoires d'amour entre des astronautes ou des histoires d'amour dans l'espace. Précisément parce que ça finit toujours super mal. Donc techniquement, une telle histoire est concevable. C'est plausible. Ça peut arriver. Sauf que la charge de la preuve incombe à celui qui avance un fait. TASS est donc sommé d'avancer des preuves. Parce que la question, c'est pas de savoir si c'est possible d'arriver. Parce qu'en effet, c'est possible. Tout comme il est possible qu'un jour je sois PDG de McDo. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est arrivé pour de vrai? Et bah là, silence radio. Par contre, la NASA, elle, a des preuves que ce n'est pas le cas. Bill Nelson, le directeur de la NASA, a affirmé que les déclarations médiatiques étaient complètement lunaires et que Serena Auñón Chancellor n'est responsable de rien. D'ailleurs, le fait que TASS ait révélé des problèmes de santé privés de l'astronaute va être très mal perçu par la personne concernée. Et ça peut se comprendre. De plus, la NASA connaissait l'emplacement des membres de l'équipage américain au moment des faits, et aucun d'entre eux ne se sont approchés, ni de près, ni de loin, de l'intérieur de la capsule Soyouz MS-09, et certainement pas avec une perceuse. Mais cela ne suffisait pas à certains qui étaient intimement persuadés que le module a été sciemment saboté par les Américains. L'hypothèse la plus crédible est très certainement celle de l'erreur humaine de l'assemblage du module. Et honnêtement, ça aurait pu s'arrêter là. Et on améliore la sécurité de l'assemblage pour ne pas reproduire un tel incident. Point final. Sauf que, ça s'est pas passé comme ça. Mais alors, pourquoi est-ce que Rogozin et surtout l'agence TASS, qui est quand même assez connue pour ses multiples fake news, a imaginé un scénario aussi absurde? Eh bien parce que le Soyouz MS-09, fabriqué par Energia, est la responsabilité de l'agence Roscosmos, et que le Soyouz a la très solide réputation d'être un lanceur et une capsule qui ne flanche pas. 60 ans après son existence, il est toujours aussi fiable et toujours aussi efficace, avec très peu d'accidents. Alors, un trou de perceuse, comprenez bien que ça flanche un petit peu une réputation si soigneusement entretenue. Et donc, plutôt que d'assumer simplement leur erreur, ils ont cherché un coupable qui n'a rien à voir avec l'agence. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. La théorie que je viens de vous dire, elle n'est pas de moi. Elle vient de pas mal de personnes qui ont longuement théorisé sur ce sujet. Ce que l'on sait, c'est que Serena Auñón Chancellor n'a jamais entrepris tout ce dont on l'accuse. Et 6 ans après les faits, l'affaire est considérée comme close. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez apprécié cette face cachée un petit peu étrange, cette face immergée des astronautes. Et encore, les histoires que je viens de vous raconter, ce sont des histoires qui finalement n'ont pas eu d'impact considérable. Ce sont des accidents, des incidents et des histoires avec un dénouement absolument dingue, mais ce ne sont pas des histoires tragiques pour autant. Je prévois d'ailleurs une partie 2, avec des histoires un petit peu plus complexes que ça. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager mon travail, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres vidéos. À la prochaine.